Aujourd'hui, dans notre chronique Le droit en question, on s'intéresse au contrat de travail. Pour nous en parler, je reçois sur notre plateau Maître Schifferling, avocate spécialisée dans le droit du travail. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, quand on entend contrat de travail, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, CDD, CDI, temps plein, temps partiel. Mais le contrat de travail, il faut savoir le lire, il y a beaucoup d'informations dedans. Alors déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut donner une définition de ce contrat de travail? Qu'est-ce que c'est? Alors en théorie, c'est un contrat qui est négocié entre les parties qui le signent. Ça veut dire qu'en théorie, un salarié pourrait demander à son employeur de rajouter certaines clauses dans le contrat. Mais en pratique, le contrat de travail n'est pas vraiment négocié, à part peut-être le salaire de temps en temps. Il est rare qu'un salarié puisse demander à son employeur de supprimer certaines clauses ou d'en modifier certaines. Donc c'est plutôt un contrat d'adhésion dans lequel on nous demande d'adhérer au contrat qu'on nous soumet et qu'on nous demande de le signer. Alors c'est d'autant plus dommage que le contrat de travail a la même force que la loi. Ça veut dire que les parties doivent l'appliquer comme si c'était une loi ou une convention collective, mais c'est un contrat qui est établi par une seule des deux parties. C'est ça qui est un peu dommage. Alors, dans ce contrat de travail, on trouve tout genre d'informations. Est-ce qu'il y a des informations obligatoires, des choses que l'employeur doit absolument mettre dans le contrat? Alors, je pense qu'il faut commencer par savoir si on est obligé d'avoir un contrat, avant de se poser la question de savoir ce qu'on met à l'intérieur de ce contrat. Si maintenant, vous êtes embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que vous ayez un contrat ou que vous n'en ayez pas, ça ne change pas grand-chose. Vous avez vos fiches de paye. Vos fiches de paye, elles indiquent le montant du salaire, elles indiquent la durée du travail, donc il n'y a pas de difficulté. Donc si vous n'avez pas, si on ne vous propose pas un contrat de travail à durée indéterminée à signer, ce n'est pas une catastrophe. C'est mieux qu'il y en ait un, mais ce n'est pas une catastrophe. Par contre, la loi prévoit dans certains cas, c'est souvent, la plupart du temps pour protéger le salarié, qu'il y ait des contrats de travail écrits. C'est le cas dans les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail à temps partiel. Pourquoi? Bien parce que le salarié, dans un contrat de travail à durée déterminée, doit savoir le temps que va durer le contrat. Il doit savoir pourquoi ce contrat est conclu, parce que la loi prévoit qu'il y a des cas bien précis pour conclure un contrat de travail à durée déterminée. Il faut que ce soit ou pour un accroissement temporaire d'activité ou pour un remplacement d'un salarié absent. Ça veut dire que si l'employeur veut ce qu'on appelle pourvoir un emploi permanent au sein de l'entreprise, il ne peut pas recourir à un CDD. C'est important parce qu'il y a beaucoup de salariés qui signent des CDD à répétition ou des contrats d'intérim et qui se retrouvent pendant 3-4 ans dans la même société à faire le même travail, mais sont toujours en contrat précaire. Là, ils ont la possibilité de faire sanctionner l'employeur ou la société d'intérim en disant voilà, moi, j'ai toujours occupé le même poste, j'ai eu des contrats à répétition, je n'ai pas remplacé le salarié qu'on a indiqué que j'ai remplacé, ou bien j'ai travaillé pour la société de manière permanente, il n'y avait pas un accroissement temporaire d'activité et ils peuvent obtenir la requalification de leur CDD. Et en matière de temps partiel, c'est la même chose. Quand vous êtes embauché à temps partiel, il faut pouvoir prévoir le nombre d'heures que vous allez travailler. Alors, il faut non seulement avoir le nombre d'heures dans la semaine, mais connaître leur répartition. On ne peut pas vous dire, bah, vous travaillez 20 heures, je vous appelle le vendredi pour vous dire la semaine prochaine si vous travaillez plutôt de 8 à midi ou de 14 à 17, parce que dans ce cas-là, le salarié ne sait pas quand il doit aller travailler. Et il ne peut surtout pas trouver un autre emploi. Ouais, en plus. Et les contrats de travail à temps partiel ont été modifiés. Donc maintenant, il y a un minimum de 24 heures, ce qui ne permet même pas dans l'absolu à un salarié d'en cumuler deux. Donc c'est une vraie question et la signature d'un contrat écrit est très importante pour protéger le salarié pour qu'il sache à quoi il s'engage. Donc même si pour le CDI, voilà, s'il n'y a pas de contrat, c'est pas grave, quand même que le salarié demande un petit peu, est-ce que je peux avoir mon contrat? Oui, c'est toujours mieux que ce soit écrit, mais s'il n'y en a pas, avec la première fiche de paye, on a déjà les éléments. Alors je dirais, si le salarié a convenu d'une rémunération supérieure au SMIC, il vaut mieux qu'il ait un contrat, que ce soit écrit correctement. Si maintenant il est prévu qu'il ait des horaires légaux et qu'il y a le montant du SMIC, ben sa fiche de paye suffira. Et il n'aura pas à signer des clauses qu'il ne voudrait peut-être pas voir appliquées. C'est pas faux.
Donc du coup, dans ce contrat, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des clauses que l'employeur doit absolument afficher? Oui, alors il y a déjà l'identité des parties. Il faut qu'on sache entre qui est conclu ce contrat. C'est important parce qu'il y a certaines sociétés qui ont des noms commerciaux, qui vous embauchent sous un nom et vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'il y ait les identités du véritable employeur et du salarié. Après, il faut qu'il y ait les horaires de travail, enfin la durée du travail, la durée hebdomadaire et la durée mensuelle, et les horaires de travail. Les horaires, c'est une option, c'est obligatoire en matière de contrat de travail à temps partiel. En contrat de travail à temps complet, les horaires ne sont pas obligatoires. Et il faut qu'il y ait le taux horaire et le montant de la rémunération qui est fixé pour le mois. Après, l'employeur peut aussi faire figurer les mentions relatives à la prise de congés payés. Ce n'est pas des mentions obligatoires, mais c'est des mentions quand même qui aident en cas de litige. Parce qu'il faut savoir qu'en cas de litige, il y a le contrat de travail, la convention collective et la loi. Et après, il faut faire le tri. Donc, on prend généralement ce qui est le plus favorable aux salariés, mais plus il y a de choses indiquées dans le contrat, mieux c'est pour un éventuel litige. La période d'essai fait partie des choses obligatoires à indiquer ou pas spécialement? Oui, tout à fait. Si on veut prévoir une période d'essai, il faut qu'elle soit prévue dans le contrat de travail. Est-ce qu'il y a une façon de la calculer, cette période d'essai, ou est-ce que c'est au bon vouloir de l'employeur? Alors, c'est la loi qui la prévoit. Généralement, dans un contrat de travail à durée indéterminée, pour les ouvriers, c'est 2 mois, pour les techniciens, c'est 3 mois, et pour les cadres, c'est 4 mois. Si l'employeur propose une période d'essai moindre, il n'y a aucun souci. On ne lui fera pas de difficulté. Par contre, s'il impose une période d'essai à un cadre de 8 mois et que cette période d'essai est illégale, le cadre ne pourra pas se prévaloir il ne pourra pas rester dans l'entreprise à l'issue si au bout de 7 mois, par exemple, on lui demande de partir, dans le cadre d'une rupture de période d'essai, il sera obligé de partir. Il ne pourra pas demander à rester dans l'entreprise. Par contre, il pourra saisir le prud'homme en disant « ma période d'essai était illégale, elle était beaucoup trop longue, donc j'aurais dû faire que 4 mois. Donc en me licenciant au bout de 7 mois, on m'a licencié hors période d'essai légale et je demande des dommages et intérêts. » Il aurait fallu à ce moment-là une faute grave. Oui, tout à fait. Une procédure de licenciement qui n'est pas nécessaire pour une rupture en période d'essai. Par contre, la rupture en période d'essai, il faut quand même un délai de prévenance qui est en fonction de la durée de la période d'essai, parce qu'on ne peut pas dire au vendredi à la personne ton contrat s'arrête demain, c'est fini, tu t'en vas. Là, il y a quand même un délai à respecter pour que la personne puisse se retourner. Et il faut savoir aussi que le renouvellement de la période d'essai doit être prévu dans le contrat. Si le renouvellement n'est pas prévu, l'employeur ne peut pas la renouveler, même avec l'accord du salarié. D'accord. Est-ce que justement, à contrario, il y a aussi des clauses qui sont complètement interdites de la part de l'employeur? Oui, alors généralement, ce sont des clauses qui portent atteinte aux droits fondamentaux du salarié. Ça veut dire qu'on ne peut pas indiquer dans le contrat que le salarié sera responsable financièrement s'il commet une faute. Par exemple, un employé de garage qui égratigne une voiture, on ne peut pas lui prévoir dans le contrat qu'il devra telle et telle somme pour rembourser la voiture égratignée. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas décider qu'il paiera une part des charges patronales. On ne peut pas prévoir une clause d'indexation des salaires sur les prix. On ne peut pas non plus prévoir une clause dans laquelle il renoncerait à la convention collective, parce que la convention collective, c'est comme la loi, elle s'applique à tous. Et on ne peut pas restreindre les libertés individuelles. Mais là, il y a quand même des nuances à apporter, parce que une des libertés individuelles, par exemple, c'est la liberté de se vêtir. Mais dans certaines sociétés, on vous oblige à ne pas porter certaines choses, comme le voile, ou bien on vous oblige à porter un uniforme. Et ça, si maintenant c'est la nécessité impérieuse de la société qui le décide, on peut apporter une restriction. Mais de manière générale, on n'a pas le droit de restreindre une liberté fondamentale. D'accord. Et alors, est-ce qu'en plus de ces clauses obligatoires, l'employeur peut ajouter d'autres clauses selon son bon vouloir? Alors là encore, tout ce qui est favorable aux salariés, il peut le rajouter. S'il veut diminuer la période d'essai, s'il veut diminuer la période due en cas de démission,
s'il veut augmenter l'indemnité de licenciement, ou s'il veut reprendre son ancienneté prise dans une autre société, il peut le faire. Donc tout ce qui est, de manière générale, le législateur, ce n'est pas très compliqué. Dès qu'il s'agit de protéger les droits du salarié, c'est possible. Et dès qu'il s'agit de restreindre les droits du salarié, ce n'est pas possible ou c'est très encadré. Donc au final, plutôt intéressant pour le salarié. Il y a une clause spéciale qui concerne la non-concurrence. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que tout à l'heure, on parlait du temps partiel. Ça veut dire quoi? Est-ce que si un CDD temps partiel, on signe cette clause de non-concurrence, on ne peut pas aller travailler ailleurs? C'est quoi exactement cette clause? Alors, il faut savoir que pendant l'exécution du contrat, il y a une clause de ce qu'on appelle une clause de loyauté, qui est sous-entendue, qui n'est pas dans le contrat, mais qui est sous-entendue. Ça veut dire que si vous êtes poseur de fenêtres, vous ne pouvez pas, à votre temps, quand vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas aller poser des fenêtres, soit pour une autre société, soit pour vous-même, parce qu'on considère que vous risquez de retirer des clients à votre employeur. Donc, pendant que vous êtes employé, ça ne s'appelle pas clause de non-concurrence, c'est une clause de loyauté. Si vous voulez aller travailler ailleurs, il faut informer votre employeur principal du fait que vous allez travailler ailleurs. Il faut qu'on ait une trace que vous l'avez informé. C'est à la rupture du contrat qu'il peut y avoir un problème de clause de non-concurrence. Alors, ça n'affecte pas si vous êtes dans le bâtiment ou si vous êtes dans la restauration, vous n'avez pas de clause de non-concurrence. Généralement, c'est dans les assurances, c'est quand on a un commercial qui est performant ou on ne veut pas qu'il aille travailler ailleurs ou pas tout de suite. Donc là, on prévoit une clause de non-concurrence qui détermine son champ d'application, donc sa durée, et qui détermine le secteur dans lequel il n'a pas le droit d'exercer. Donc on peut lui dire, vous n'avez pas le droit d'exercer en Moselle, par exemple, et vous n'avez pas le droit d'exercer le même métier pendant 1 an. Parce que si elle n'est pas déterminée dans la durée ou dans le périmètre, elle n'est pas applicable et donc elle est nulle. Et il faut savoir qu'en Alsace-Moselle, c'est un peu différent de l'ancienne France, qu'on appelle. Donc, en Alsace-Moselle, le salarié doit être rémunéré à un certain pourcentage de son ancien salaire pour qu'il applique cette clause. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas dire « vous n'appliquez pas la clause, donc je ne vous paye pas ». C'est le salarié qui peut dire « vous devez me payer la clause pour que je la respecte ». Et si l'employeur veut se libérer de cette clause, il faut qu'il le fasse en même temps que la rupture du contrat de travail. Il ne peut pas venir 3 mois après et dire « au fait, votre clause, j'ai décidé de la suspendre ». Donc, c'est avantageux pour le salarié parce que l'employeur est obligé de lui payer pour qu'il la respecte. Tout à l'heure, on parlait de la convention collective. Alors, est-ce que dans ces sur le contrat, certaines clauses peuvent aller à l'encontre? Non, il n'y a pas de clause qui puisse aller... alors, ça dépend si elles sont plus avantageuses ou pas. Si elles sont plus avantageuses, il n'y a pas de difficulté. Si elles sont moins avantageuses, ce n'est pas possible parce qu'il y a la loi et il y a la... après, il y a encore une clause que j'ai oublié de vous préciser. Il y a la clause de mobilité qui pose souvent problème parce qu'on indique au salarié qu'il va pouvoir être muté... au bon vouloir de l'employeur. Alors, ces clauses de mobilité, elles font l'objet de beaucoup de litiges parce que le lieu de travail n'est pas contractuel. Ça veut dire que si vous travaillez aujourd'hui à Forbach et que votre employeur décide de vous envoyer à Saint-Avold, vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas y aller, il est indiqué dans mon contrat que je travaille à Forbach ». Si vous avez une clause de mobilité, même si vous n'en avez pas, l'employeur peut vous demander d'aller travailler ailleurs. Mais si vous avez une clause de mobilité, il faut qu'elle soit déterminée. Il faut que l'employeur dise, ben voilà, moi j'ai un autre établissement dans le 67, un autre établissement dans le 42. Vous pouvez être muté à cet endroit-là sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Mais il faut toujours retenir que le salarié a droit à la protection de sa vie privée. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il y a une clause dans le contrat de travail. Donc, en bref, vous avez le droit, tout ce qui est avantageux pour le salarié est possible. Ce qui est désavantageux, ce n'est pas que ce n'est pas possible. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est encadré.